C'est bon quoi. Chemin. Chemin, mon vite. Chemin, mon petit vite. Je sais pas. Je sais pas. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hein, mon quoi? T'es ici, mon. Burada saç kesen çok ışıklar da çok güzel oluyor. Niye? Hiç gölge yok, hiçbir şey yok. Ama saç kesme olayı yaşamış zaman oluyor. Yani falan değil. Ha, temizlik yaptık. Ben saçımı kestirdim, illa sen de kestireceğim yani. Bu kadar özenme. Kafam geçti yani. Ben böyle keserim ya. Bence böyle keserim. Böyle yanında kafa yok. Sen de. Güzel bir cevap verirdim de makine senin elinde. Dokunman gerekiyorsa da sen bir dokunman gerekiyor. Gerek eğer yaparsan kısalır haliyle. Son geçip bir şey olur. Şimdi güzel mi çaktın? Öyle mi? Onlar öyle yani. İlk götümüzü şey yapacağız, açacağız. Böyle söyleyeceğiz. Kadın faktörü çok önemli. Yorum yapıyorum. Tüh.
Soulagez votre peau sèche avec Complete Repair et Eczema Relief de série. Les Les montagnes, les montagnes. Où t'as l'impression que c'est toi qui... Tu vois ce moment dans GTA où t'as l'impression que c'est toi qui tiens le destin du jeu entre tes mains, que sauver un personnage ou sauver une fin va tout changer. Sur le moment ça paraît énorme, mais en fait tout est déjà écrit d'avance. T'as déjà eu ce feeling dans GTA, genre t'es le roi du monde, tes choix vont tout changer, et rien. C'est une illusion totale. Mais attention, c'est pas un reproche, au contraire, hein. Je trouve que Rockstar est ultra fort pour ça, et c'est peut-être le plus gros tour de magie de l'histoire du jeu vidéo. Rockstar c'est des maîtres pour te faire croire que t'as une liberté infinie, alors qu'en fait, pas du tout. Ils te donnent la sensation d'une liberté totale, tout en gardant le récit parfaitement sous contrôle. Aujourd'hui, on va regarder comment ils nous font croire ça, et surtout comment GTA 6 pourrait enfin exploser ce plafond de verre pour nous offrir, pour la première fois, de vrais dilemmes. Mais avant tout, abonne-toi et active les notifs. Si t'aimes déjà les vidéos, crois-moi, quand GTA 6 va sortir, je pense que tu vas vite rentrer ton abonnement. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la magie de l'illusion, parce que si GTA 6 pousse ce système plus loin, ça peut changer radicalement la narration interactive et aussi la manière dont on joue. Si on remonte un peu, GTA a toujours été vendu comme le terrain de jeu en monde ouvert ultime. Et sur le gameplay, c'est vrai. Tu peux ignorer les missions, explorer la carte, semer le chaos, vivre ou faire n'importe quoi. Tu peux faire un strike avec des piétons ou sauter d'un gratte-ciel en scooter. Fais-toi plaisir. Mais dès qu'on touche au scénario, c'est une autre histoire. C'est là qu'entre en jeu un concept passionnant, l'illusion du choix. T'as l'impression de décider, mais en vrai, le jeu a déjà tout décidé pour toi. On va prendre GTA 4. Pour moi, c'est l'exemple parfait. Tu suis la chaîne depuis un moment, oui, je sais que tu sais que j'adore GTA 4. À la fin, le jeu te pose une question brutale. Tu deals avec Dimitri, ou est-ce que tu te venges? Sur le coup, tu te dis, ok, choix crucial, qu'est-ce que je fais? Mais le vice de Rockstar, c'est que peu importe ton choix, ça finira en sang et en larmes. Si tu choisis la vengeance, Roman meurt. Si tu choisis le deal, c'est Kate qui meurt. Même lieu, même moment. Juste après le mariage, la tragédie ne change pas, seule la victime change. En fait, Rockstar te laisse pas sauver les gens. C'est presque cruel et incroyablement intelligent. La vie de Niko Bellic, c'est une tragédie inévitable. Peu importe ton choix, tu peux pas sauver tout le monde. Tu choisis seulement quelle douleur tu acceptes de porter. C'est pas un choix structurel, c'est un choix émotionnel et c'est bien plus puissant. Franchement, c'est diaboliquement bien foutu, surtout quand tu comprends les critères que Rockstar a utilisés pour développer les thèmes du jeu. Cette info nous vient de Dan Houser, ex-fondateur de Rockstar Games, qui a balancé ça dans une de ses dernières interviews. Dans GTA V, ils ont essayé quelque chose d'assez innovant avec les fins A, B et C. Tuer Trevor, tuer Michael ou l'option C, la troisième option. En théorie, c'est plus ouvert. En pratique, la majorité des joueurs choisissent la fin C. Pourquoi? Parce que tout le récit construit l'idée que Michael, Franklin et Trevor forment un trio indissociable. Les fins A et B ressemblent à des scénarios alternatifs, pour ceux qui ne le savent pas, donc Franklin tue ou Michael ou Trevor, et la C ressemble à la vraie conclusion. On va pas se mentir, 95% des joueurs ont choisi la C. Bon, évidemment, on les a tous essayés pour voir les différentes fins, ça donne du temps de jeu en plus, mais clairement, l'option C est vraiment aussi la plus classe, avec la fin sur coucher de soleil, musique de fin, etc. Le souci, c'est que ce choix arrive à la toute fin, à la toute dernière minute. Pendant 30 heures de jeu, les actions n'ont aucun impact sur la conclusion. La fin, c'est une émotion flash, mais ça impacte pas ton expérience globale du jeu. Rockstar utilise souvent cette technique de choix tardif pour éviter que le monde du jeu ne devienne un cauchemar à coder. Imagine s'il devait prévoir 50 versions de villes, 50 fins, des changements narratifs des personnages dans tous les sens, et aussi de multiples dialogues selon tes choix. Sur un jeu aussi long qu'un GTA de 30 heures voire plus, ce serait impossible de garder leur niveau de finition légendaire. Donc ce choix arrive à la toute fin parce qu'il modifie pas ton parcours. Il transforme pas la carte, il change pas le monde tout le long de l'histoire, ni les centaines de personnages qui existent. Il conclut simplement l'histoire, c'est propre, efficace, mais structurellement limité. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde ce qu'ils ont fait avec Red Dead Redemption 2. Avec RDR2, Rockstar a franchi un cap. Un des trucs qu'ils ont mis dans Red Dead, c'est le système d'honneur, qui te permet de finir le jeu avec 3 types de karma différents. Le système d'honneur, c'est pas juste une barre qui monte et qui descend, ça a changé les dialogues, la façon dont les gens te regardaient en ville,
et même la mise en scène de la fin. Le système d'honneur, ça modifie les réactions des PNJ, certains dialogues, des missions secondaires et la tonalité des scènes finales. La fin converge toujours vers le même point narratif, mais le chemin émotionnel, lui, il change. Et ça, c'est une évolution majeure. On parle plus seulement d'un choix final, on parle d'une atmosphère façonnée par ton comportement. Donc en gros, la fin est la même, et la manière dont ça arrive peut changer la narration du jeu, ce qui est vraiment génial. Et c'est là que GTA 6 entre en scène. On sait que le jeu sort sur PS5 et Series X, donc la puissance de calcul, elle est présente. Et avec GTA 6, le potentiel dont on parle niveau narration est vraiment énorme. On parle d'attentes gigantesques de la part du public, et ça en fait partie. Dans GTA 6, on parle plus seulement d'une fin A ou B, mais d'un système de réputation dynamique. Imagine, tu aides un petit trafiquant au début du jeu, et 20 heures plus tard, le mec te dépanne d'une arme à un moment crucial de l'histoire. Ou alors tu te mets à dos certaines personnes, dans certains quartiers de Vice City, et ça devient des zones dangereuses pour toi. Ça, c'est plus de l'illusion, c'est des vraies réactions liées à tes choix. Clac-clac! Plus de frein dans le virage, puis bang! Hey! Mais lundi, mon auto va être comme neuf. Tu devrais t'assurer chez ProMutuel. Hein, mon fou? Le plus gros potentiel du duo GTA 6, c'est le système de confiance entre Jason et Lucia qu'on a aperçu dans les leaks de 2022. On oublie le système d'honneur de cowboy, là on parle d'une dynamique de couple à l'ère moderne. Les fuites de 2022 suggéraient un système de relation dynamique entre les deux protagonistes, remplaçant l'honneur de RDR2. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les leaks de Gameroll d'ailleurs, qui ont été confirmés depuis. Je vous invite à voir ma vidéo complète sur les leaks que vous retrouverez en fiche et en bas de description. Et selon ces leaks, imagine les implications, le niveau de confiance variable, des dialogues différents, des missions modifiées selon ta relation, la possibilité d'une trahison, la rupture affectant la narration, et qui pourrait survivre selon tes décisions. Du coup, est-ce que tu joues la loyauté totale, ou est-ce que tu te la joues perso? Ça pourrait changer radicalement le gameplay. Si la confiance est basse, peut-être qu'un perso ne couvrira pas tes arrières pendant un braquage, ou que la conduite sera plus nerveuse, ou pire qu'un des deux finisse par trahir l'autre. On entend déjà des théories sur qui sera la balance, et là on parle plus de choisir une fin A, B ou C, on parle d'un gameplay influencé par ton style, plus discret, plus diplomate, plus violent. Si tu négliges quelqu'un, ça peut avoir une répercussion. Si tu rates une préparation, la mission devient plus difficile. Les infos télé pourraient refléter tes actions, des personnages pourraient disparaître, des zones pourraient changer de contrôle. Ça serait un monde vraiment réactif. Si Rockstar arrive à faire en sorte que nos micro-choix, comment on se parle, comment on gère les butins, qui on garde en vie ou on supprime, influence l'issue finale, on va vivre un truc énorme et une avancée stratosphérique pour la licence. Maintenant, soyons honnêtes, au fond, est-ce qu'on veut vraiment d'un RPG où on peut tout changer? Pas si sûr. En plus de ça, Rockstar est obsédé par la narration cinématographique. Ils vont pas transformer GTA en RPG chaotique aux 1000 embranchements différents. Rockstar, c'est un peu du cinéma interactif. Ce qu'on verra plus probablement, c'est une illusion de choix plus fine, plus de variations, mais sûrement toujours un axe central bien maîtrisé. Et au final, je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Parce qu'au fond, GTA n'a jamais été une liberté absolue. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est juste une liberté ressentie. Par contre, si GTA 6 pousse cette sensation encore plus loin, en rendant le monde plus réactif, sans sacrifier la puissance narrative, on pourrait vraiment vivre l'expérience la plus immersive jamais produite par le studio. Mais bon, je parle. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez une histoire ultra solide et fermée, complètement contrôlée à la GTA 4? Ou est-ce que vous préférez vraiment faire des choix impactants où chaque choix peut vraiment flinguer votre partie? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Avant la fin de la vidéo, ne pars pas sans le like, c'est la récompense. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Une magnifique playlist GTA 6 t'attend en description si t'en veux encore plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de GTA. D'ici là, portez-vous bien mon DBG. Bye. Ouais, allez. Your family fave. Cette nouvelle tension entre La Havane et Washington, selon les médias cubains, un échange de tirs a eu lieu entre une embarcation immatriculée en Floride et des gardes-côtes cubains. Il serait question d'une tentative d'infiltration. Pour en parler, retrouvons notre correspondant à Washington, Mathieu Madan. Bonjour Mathieu, que s'est-il exactement passé au large de Cuba entre les gardes-côtes cubains et donc cette embarcation ?
Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qui s'est produit au large de Cuba est un incident grave, dans un contexte politique déjà très tendu, comme vous l'avez très justement rappelé. Reprenons donc les faits. Une embarcation immatriculée en Floride a été interceptée par les gardes-côtes cubains au nord de l'île, dans une zone historiquement sensible, puisque c'est précisément par là que toutes les tentatives de déstabilisation de l'État cubain se sont jouées au cours des 60 dernières années, ni plus ni moins. Ce dont on est certain, c'est que l'embarcation se trouvait à proximité immédiate de la limite des eaux territoriales cubaines. Selon les autorités cubaines, le bateau avait même franchi la ligne des 12 000 nautiques définie par le droit maritime international. La Havane affirme donc avoir procédé à des sommations d'usage en vue d'arraisonner l'embarcation, évidemment. Les gardes-côtes soutiennent que l'embarcation n'a pas obtempéré et même que des tirs auraient été effectués depuis le bateau américain vers les forces cubaines. À ce stade, c'est un premier élément étrange puisque le bateau américain était déjà encerclé à ce stade, encore une fois, de l'opération. Ouvrir le feu était donc globalement suicidaire. C'est un détail important puisqu'il n'étaye donc pas la thèse d'une opération menée par des professionnels ou soutenue par un État. La confrontation a alors dégénéré, évidemment. Des coups de feu ont été échangés sans que nous sachions avec quelle intensité et surtout quelle durée. Ce qui est connu, en revanche, c'est le bilan humain qui confirme l'intensité et la violence de la confrontation. 4 personnes à bord ont été tuées au moins, 6 autres ont été blessées également et les autorités cubaines affirment avoir découvert à bord des fusils d'assaut, des pistolets, des cocktails Molotov, des gilets pare-balles et même des tenues de combat de camouflage. Selon leur version, donc, il ne s'agirait pas d'une simple partie de pêche, mais d'un groupe armé potentiellement engagé dans une action hostile. À ce stade, Washington n'a pas confirmé la présence de ces armes. Les autorités américaines disent examiner les éléments. Elles demandent des preuves matérielles. La question technique centrale repose donc sur les données de navigation, par exemple, la position GPS exacte déterminera si l'embarcation se trouvait en eau cubaine ou en zone internationale et c'est ce point précis qui conditionnera certainement la qualification juridique de l'usage de la force assumée par l'État cubain. Voilà, en tout cas voilà pour les faits. Maintenant, cette histoire semble tout droit sortie d'un récit des années 60, vous me l'accorderez, mais ne correspond plus du tout à des modes d'action contemporains. En tout cas, pas ceux d'une agence gouvernementale et encore moins d'une agence américaine. En clair, si tous ces faits sont confirmés, cela ressemble beaucoup plus à une initiative isolée de pieds nickelés qu'une opération sponsorisée par la CIA. Mathieu, quel regard porter sur cet incident? Est-ce que c'est un simple fait divers maritime ou est-ce que ça relève finalement d'une nouvelle tension entre Washington et la Havane? Alors, vous l'aurez compris, ce qui complique un peu les choses, et quelle que soit la nature réelle de ce qui s'apparente quand même à une opération, menée par qui, l'enquête le déterminera probablement, mais ce que cet épisode nous dit, c'est qu'il intervient dans un contexte politique déjà extrêmement tendu. Depuis plusieurs mois, Donald Trump a considérablement durci le ton à l'égard de Cuba. Le président a même menacé de renforcer les sanctions économiques. Il a évoqué des restrictions supplémentaires sur les flux financiers, par exemple, vers l'île notamment, et dénoncer ce qu'il décrit comme un soutien cubain à des acteurs hostiles dans la région. Entendez par là le Venezuela. C'est vrai que Cuba avait mis à disposition du Venezuela ses infrastructures portuaires au moment où la marine américaine manœuvrait au large des côtes vénézuéliennes, vous vous en souvenez. Il a aussi répété, Donald Trump, que toute provocation en mer entraînerait une réponse ferme. Dans ce contexte, la mort de 4 personnes change la nature de l'incident, évidemment, parce que la Floride est politiquement stratégique pour les États-Unis, cela va de soi, parce que la communauté cubaine y joue un rôle absolument majeur depuis la révolution cubaine, et parce qu'un incident impliquant un bateau floridien devient immédiatement un sujet national ici. Si la version cubaine sur la présence d'armes était confirmée, la Havane invoquerait sans doute la légitime défense. Si elle ne l'est pas, la Maison-Blanche pourra dénoncer un usage disproportionné de la force. Et c'est pour ça que les prochaines heures seront essentielles pour clarifier les faits. Et ce qui est certain, en tout cas, à Cuba, c'est que la pression intérieure est réelle.
réelle, elle a monté ces dernières 24 heures. On n'est pas encore dans une crise militaire ouverte, mais on est face à un moment potentiellement dangereux, ça c'est incontestable. Alors ce n'est pas la baie des cochons, hein, attention, pour être clair, mais disons que si Donald Trump voulait absolument s'appuyer sur un incident pour frapper Cuba, cet épisode pourrait lui servir. Même si à ce stade, la communication du département d'État nous laisse plutôt penser que Marco Rubio, beaucoup plus tempéré que le président américain, veut au moins faire redescendre la pression. Mathieu Mabin, correspondant France 24 à Washington, merci beaucoup. Les pros de l'impôt HR Block trouvent... C'est un endroit qui n'a pas été prévu pour les hommes, encore moins pour leurs enfants. Plus de 10 000 personnes ont pourtant élu domicile ici, à Sitio Damayan, un village sur la décharge. Loin des gratte-ciels du centre-ville, le quartier nord de Tondo, et à l'extrémité du port, le quai 18. C'est là que Manille relègue ses ordures et ses habitants les plus pauvres. Dès les années 80, les images de sa décharge ont fait le tour du monde. On l'a appelée Smoky Mountain, soit la montagne fumante, devenue le symbole de la misère philippine. Officiellement, Smoky Mountain a fermé il y a 16 ans. Et sur les restes de plastique, la nature reprend péniblement ses droits. En fait, le balai des camions poubelles s'est simplement déplacé à 500 mètres de là. 1 millier de tonnes de déchets continuent d'arriver chaque jour, les rejets de la ville la plus densément peuplée au monde. Les familles de Sitio Damayan ont fait de la poubelle leur métier. Elles se nomment elles-mêmes les scavengers, littéralement, les charognards. « 5h30, la décharge se réveille. Les journées commencent tôt pour John Paul, 11 ans. Il vit avec ses tantes, Lorena et Joe, dans cette cabane de bois encombrée d'environ 7 mètres carrés. Cette maison, on la loue. Et pour l'électricité, on se connecte sur celle de ma tante à côté. On lui paye 3 € par semaine. Et pour le loyer, on paie 10 € par mois. C'est pour ça que notre vie est difficile ici. On est tout le temps juste. Disons qu'une fois payé ça, on n'a pas assez pour remplir les estomacs. Ce matin d'ailleurs, ce sera une cigarette pour Lorena et une tasse de café. Dans une tasse de café, on boit tous les 3. Une seule tasse ? Oui, une seule. C'est comment la vie ici, John Paul ? Ici, il y a de la joie. Pourquoi ? Parce qu'on est ensemble. On voit surtout des ordures. T'as entendu ça, John Paul ? John Paul, va mettre tes bottes dehors.
Avec un élastique et des bouts de chaussettes, John Paul se fabrique des genouillères. Des bottes, une pique et un sac. La collecte peut commencer. Chaque matin, il sort avec sa tante dès qu'il fait assez clair. On vient à cette heure-ci parce qu'on veut être les premiers. John Paul a atterri à Sitio Damayan il y a 3 ans. Quand il a perdu sa mère, puis sa grand-mère, ses tantes ont dû vendre la maison familiale pour payer les funérailles. Le ramassage des ordures est désormais leur seule source de revenus. Plastique, métaux, John Paul scrute chaque détritus pour récupérer un peu de matière première. On cherche, on fouille. Il faut continuer même si on ne trouve rien et qu'on n'en peut plus. Sinon, on n'a pas assez d'argent pour acheter ce qu'il nous faut. John Paul ne va plus à l'école. Là, il y a de l'acier. Aux Philippines, c'est gratuit, mais il n'a pas de quoi payer les fournitures et l'uniforme. Ça fait du mal de penser que tout ce que je veux faire dans ma vie, c'est ramasser les ordures. J'ai un peu peur de ne pas faire d'études. Les grosses coulisses brunes. Ils vont passer plus de 2 heures, le dos courbé sur les ordures, jusqu'à ce que leur sac soit plein. Il faut ensuite tout trier. Avec ça, je peux aller jusqu'aux États-Unis. Flacons, boîtes de conserve, gobelets en plastique. 10, 30 ou 40 centimes d'euros le kilo. Lorena a ses techniques pour vendre le plus cher possible. Une par une, à la brosse à dents si nécessaire, elle lave chaque bouteille sale. Entreprise longue et fastidieuse, mais propre, le kilo de plastique vaut 40 centimes au lieu de 5. C'est bon là, c'est propre? Elle frotte un petit peu plus. John Paul, si tu avais beaucoup d'argent, tu achèterais quoi pour toi? Des choses pour la maison. J'achèterai tout ce dont on a besoin à la maison. Et je ferai des stocks. Mais si tu avais beaucoup d'argent? Fais pas le timide. Dis-le, qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Des vêtements, par exemple? Oui, des vêtements neufs. Et puis, on pourrait acheter une maison pour nous. Lorena et John Paul revendent à un acheteur installé à quelques mètres de chez eux. Il récupère chaque jour quelques 500 kilos de matière et les revend ensuite à un grossiste basé au Venezuela. C'est des cuirs en plastique. Ce jour-là, les efforts de John Paul et sa tante leur rapportent 130 pesos, 2,50 €, à peine de quoi survivre jusqu'au lendemain. La petite famille gagne rarement plus, car elle se contente d'une toute petite zone de collecte, de quelques sacs tombés des camions. Il y a 3 ans, c'était ici encore une grande étendue de détritus où chacun pouvait se servir. Désormais, pour trouver des poubelles de premier choix, il faut prendre plus de risques. Les déchets sont maintenant déversés directement sur des barges et acheminés plus au nord quand ils ne sont pas largués en route. C'est une société privée qui gère le site. Impossible de s'approcher du quai avec une caméra ou un appareil photo. Notre présence dérange. Marie-Tess, 29 ans, écume la décharge depuis qu'elle est toute petite. Pour nous, elle a accepté de se rendre sur la barge, équipée d'une petite caméra. Passer la sécurité,
nous découvrons l'effervescence d'une fourmilière. Sur la barge de quelques 500 mètres carrés, sous un soleil écrasant, les fouilleurs se disputent leur gagne-pain. Ils sont plus d'une centaine juchés sur les ordures. Indifférents aux chiffonniers, les camions déchargent à la queue leu-leu, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Une pelleteuse ramasse et tasse inlassablement. Théoriquement, les gardes n'acceptent pas les enfants, trop dangereux. Mais les plus téméraires n'hésitent pas. Sur la barge, ils peuvent récolter 2 fois plus d'argent qu'à ses abords. À quelques mètres des barges, voici la plage. Les enfants viennent ici jouer ou se décrasser après le ramassage. L'an dernier, 3 d'entre eux ont perdu la vie sur la barge, dont un adolescent de 13 ans. Marie-Tess était là, mais n'a rien pu faire. L'an dernier, le petit John Mark est mort. On avait le même acheteur. On était très proches. Il n'a pas vu la pelleteuse qui a tourné. Elle a heurté son visage. Et puis il est passé sous les roues. C'est comme ça que son visage a été écrasé. Ses yeux ont sauté. Quand Nick va être au centre, Fred et Sam vont monter en haut. Ici connaissent les risques, mais rares sont ceux qui renoncent à la barge. Vivre des ordures est aujourd'hui plus difficile pour toutes les familles du bidonville. Un homme tente comme il peut d'alléger leur quotidien. Ici, le père Daucher ne va nulle part sans qu'un essaim d'enfants se crée dans son sillage. Ce jésuite français de 36 ans a appris avec eux leur langue, le tagalog. Galing kayo sa hulingan? Galing kayo sa hulingan? Halata yan. Le père Daucher est arrivé il y a 15 ans comme séminariste pour aider les enfants des rues de Manille. Puis il a découvert la décharge et ses familles délaissées par les autorités. Quand on entre ici, on a l'impression de rentrer dans une grande poubelle où on a jeté des milliers de familles. Ici, non seulement c'est la misère, mais c'est une misère qui abîme profondément leur dignité. Au cœur même de la décharge, il a fait construire un centre d'accueil grâce à des dons. Planté sur une simple dalle de béton, le bâtiment est modeste. Mais à Sitio d'Amayan, c'est presque un château. Ici, on nourrit des enfants de la décharge. On les soigne si besoin. Il y a une maternelle pour les 4-6 ans, du soutien scolaire pour les plus grands, et bien souvent un soutien tout court aux parents. Le père Daucher y veille, accompagné de Gloria, son bras droit. Ce jour-là, une jeune femme a besoin d'aide. Jayan est sur le point d'accoucher. Son aîné est en pleine crise d'asthme et dans sa cahute, plus d'électricité. D'habitude, on prend celui du centre. On va te raccorder à l'électricité du centre. J'ai une rallonge de 10 mètres. On va te la donner. Si on passe pas, elle n'a pas encore le réflexe de se dire mais autant aller au centre, on est là pour un accueil. Elle a l'impression qu'elle doit se débrouiller par elle-même. Il faut leur donner cette espèce de petits réflexes en disant il y a des choses toutes simples à faire, ne serait-ce que de sortir sa fille pour qu'elle puisse mieux respirer à l'extérieur. C'est des choses toutes simples. Hein. On le voit pour les plaies. Les petites plaies qu'ils vont facilement laisser, alors que si elles savent comment traiter une petite plaie, ça évite une infection et toutes les conséquences qu'il peut y avoir avec. Hein. Malheureusement, les solutions ne sont pas toujours si simples.
Le père Daucher se rend chez la maman d'Eddie Boy, 10 ans. Un petit garçon qui est inscrit au centre. Ay! Oula! Oo, masa na? Okay lang sa'yo pag papacheck up ka? Okay lang ba? Kailangan yan. Kasi nakikita mo talaga na mamaga pati dito, no? Di ba? Okay lang sa'yo? Huwag kang matakot sa expense. Para kang mababayan. Amélita, 45 ans, est très malade depuis 3 mois. L'infection semble se généraliser, son corps se remplit d'eau. Para mawala yung Eddie, ouvre le volet. Faute de moyens, Amélita a pour l'instant renoncé à se soigner. Dans ce pays très catholique, les plus pauvres s'en remettent à Dieu. Parfois, quand j'ai vraiment du mal à respirer, je dis Dieu, prenez-moi et arrêtez ma souffrance. J'accepte. Je lui dis que je les lui confie. Il devra veiller sur eux. Ah, Eddie, punta ka araw-araw dun kay Nanay Glo dun sa center, Promise, Le père Daucher partage son temps entre les 24 centres que sa fondation a créés dans Manille. Il rentre rarement chez lui, avant 10 h du soir. Sa paroisse se trouve à plus d'1 heure de la décharge. Il officie dans 7 églises du centre-ville, coincées sous le périphérique. Pour éviter les bouchons quotidiens, le jeune prêtre a passé son permis moto. Le diocèse de Manille met à sa disposition une chambre spartiate. Le père Daucher vit son engagement auprès des enfants comme un sacerdoce. Même la décoration en témoigne. Ça, c'est un portrait du Christ qui a été dessiné par un des enfants de la rue, en 2008, vous voyez. Et il m'a offert ce portrait-là que je trouve très parlant parce qu'il a une expression très compatissante. Donc c'était étonnant, ce jeune avait 14 ans quand il a dessiné ça, il est doué. Pas de photo de famille? Si. Et mes parents. Voilà. Vous avez laissé toute une vie derrière vous, en fait. Oui, c'est d'une certaine façon la dimension la plus difficile à vivre personnellement. C'est d'être loin de sa famille et de ses amis. Originaire de Versailles, le père Daucher a choisi d'être ordonné ici, pour ne jamais être rappelé en France. Un choix radical qu'il ne regrette pas, malgré les épreuves. Ce que je peux vivre, moi, parfois comme découragement, j'arrive pas à la cheville de ce qu'eux vivent. Donc, et puis ce sont des enfants, des jeunes. Donc on a une force pour aller de l'avant. Oui. Oh, je suis pas prêt de partir. Vous passez plus de temps à Sitio Damayan, vaille que vaille, Amélita, la maman d'Eddie Boy, s'organise. Depuis qu'elle est malade, elle ne peut plus ramasser les ordures. Alors son grand-fils de 22 ans s'en charge, le soir, sur la barge. Eddie Boy apporte aussi sa contribution. Son travail à lui, c'est le charbon. Dans ce coin de la décharge, des habitants se sont mis à fabriquer du charbon de bois. Une activité qui plonge les habitants dans une épaisse fumée, 24 heures sur 24. Le bois brûle 3 jours à l'étouffer, avant d'être mis en sac. Les enfants sont autorisés à fouiller les cendres pour récupérer les restes. C'est quoi la bonne taille? Ça, c'est la bonne taille. Et qu'est-ce que tu prends pas? Ça, c'est trop petit, c'est pas bon. Dès l'âge de 4 ans, les petits se font quelques pièces avec ces copeaux. Ils utilisent aussi des aimants pour récupérer des clous noircis.
C'est à qui cet argent? C'est pour les 2 kilos. Mais c'est à qui? C'est pour tes clous de ce matin. Combien de kilos? On partage, ça fait 10 chacun. 10 pesos, soit 20 centimes d'euros. Charbon! Charbon! Non, c'est trop écrasé, j'en veux pas. En faisant du porte-à-porte avec ses petits sacs de charbon, Eddie Boy va récolter pour sa mère 40 centimes supplémentaires. Sa tâche accomplie, il se rend directement au centre du Père Doché. 17 volontaires, pour la plupart des mamans du bidonville, prennent en charge les enfants. Après une douche de rigueur, Eddie Boy a droit à un repas gratuit. Du riz, des légumes, une centaine d'enfants viennent ici manger chaque jour. Je suis content. Pourquoi? Parce que je suis en train de manger. Chez moi, c'est pas aussi délicieux qu'ici. Et puis à la maison, on mange pas tous les jours. Au programme cet après-midi-là, une sorte de centre aéré. Ça, c'est pour toi. Les enfants, faut pas les perdre, hein. Les éducateurs ont prévu une session de coloriage en plein milieu de la décharge. Bon. Au sommet des montagnes, au sommet des montagnes, au sommet des montagnes, mais des montagnes. Drive with confidence, backed by Canada's best-in-class new vehicle warranty. That's the advantage of the Hyundai Elantra. Visit your local Hyundai dealer for details. Les matins sont faits de petits... Hein, mon gars? T'es-tu un petit fou, toi? T'es-tu un petit fou, toi? T'es un petit fou, toi? Oui, t'es un petit fou. T'es un petit fou, Hein? T'es un petit fou, toi? Aïe, aïe, aïe. Yes, thank you everybody. You still love when I feed you something? Au sommet des montagnes, mon pite, du coup de baguette pour la tête, comme ça. I don't know, I just do it, Bubba. Un petit coup de baguette sur le... I just have fun and experiment. This is called Ah, oui.